Imaginez un monde où les pouvoirs ne tombent pas du ciel, mais naissent des désirs les plus profonds. Un monde où la force ne s'impose pas par la brutalité, mais par la conviction. Dans One Piece, chaque capacité est plus qu'un outil. C'est une trace, une mémoire, une volonté figée dans le temps. Le Haki, les fruits du démon, deux forces à la fois opposées et complémentaires, qui dessinent les contours d'un univers où croire en quelque chose peut littéralement changer le monde. Mais alors, que racontent vraiment ces pouvoirs? Que nous disent-ils sur ceux qui les portent? Dans cette troisième partie du world building de One Piece, on va plonger dans la symbolique du Haki, dans le mystère des fruits du démon et dans la manière dont Oda transforme la force en langage et les pouvoirs en promesses. One Piece wa jitsuzai suru. Dès les premières pages de One Piece, un pouvoir étrange surgit sans qu'on comprenne vraiment d'où il vient. Luffy peut étirer son corps comme du caoutchouc. C'est absurde, presque comique. Et pourtant, c'est là. On apprend vite qu'il a mangé un fruit du démon. Un fruit mystérieux au goût dégoûtant qui donne à celui qui l'avale une capacité hors du commun, mais qui en échange lui enlève la capacité de nager. Une malédiction en plein monde marin. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à East Blue, ces fruits sont une anomalie absolue. East Blue, c'est la mer la plus calme, la plus pauvre en grande puissance, la plus faible des 4 océans. Et dans ce coin du monde, les fruits du démon ne sont pas des objets de connaissance. Ce sont des rumeurs, des légendes qu'on évoque au bout des lèvres. Leur existence est floue, leur origine inconnue, à tel point que même un officier de la marine comme Morgan, pourtant colonel d'une base locale, dira au chapitre 6 « Ce gamin n'est pas humain, il a quelque chose de spécial. Il a dû avaler un de ces fruits du démon dont parle la rumeur. » Et ce n'est pas un simple figurant. Morgan reste un gradé. Même si son ascension repose sur un coup monté orchestré par Kuro et Django, il dirige une base, a du pouvoir sur ses hommes, et pourtant, il parle des fruits du démon comme un mythe. Et ça en dit long. D'autant plus que Smoker, lui aussi basé à East Blue, possède un fruit du démon. Et que les amiraux, figures les plus emblématiques de la marine comme Aokiji, Akainu ou Kizaru, en possèdent également. Comment expliquer qu'un officier de la marine, même posté dans une ville reculée comme Shelltown, ne parle de ces fruits qu'à travers des rumeurs, alors qu'ils sont au cœur de l'élite militaire mondiale? Ce décalage est frappant. Il souligne à quel point, même à l'intérieur d'une organisation structurée comme la marine, la connaissance des fruits du démon reste fragmentaire, floue, presque tabou. Et surtout, il montre qu'à East Blue, ses pouvoirs sont perçus comme des anomalies, des étrangetés venues d'un autre monde, même par ceux censés les connaître. Ces soldats eux-mêmes sont surpris. Ils appellent ces fruits les légendaires trésors des mers. Sans certitude, sans même vraiment comprendre ce qu'ils sont. Et là, un paradoxe saute tout de suite aux yeux. On parle de trésors des mers, alors même que ces fruits empêchent de nager. Comment un objet rejeté par l'océan pourrait-il en être le trésor? Cette contradiction montre bien que la légende a devancé la compréhension, que ces fruits circulent comme des mythes sans fondement logique. Shanks par exemple, au chapitre 19, dit à Baggy: J'ai entendu dire que ces fruits sont la réincarnation du démon des mers. Si tu en manges un, tu hérites des super pouvoirs du démon des océans, mais en échange, la mer te déteste et te retire la capacité de nager. Une phrase lourde de sens, qui évoque un lien entre les fruits et des entités invisibles, presque divines, qui puniraient l'ambition humaine en la coupant de l'océan. Est-ce que ça voudrait dire qu'un démon des mers a créé ces fruits? Est-ce une malédiction ancestrale? Une légende inventée pour donner un sens à l'inexplicable? Peut-être que ces croyances ne sont que des tentatives pour donner forme à l'inconnu, à quelque chose de trop grand, de trop étrange pour être compris. Dans beaucoup d'univers, les pouvoirs surnaturels sont perçus comme sacrés, divins, liés à une élévation spirituelle. Mais ici, c'est l'inverse. Ils sont associés aux démons, à quelque chose de dangereux, de contre-nature. Comme si dans le monde de One Piece, ces pouvoirs n'étaient pas une bénédiction, mais un signe qu'on a franchi une limite. Et ce regard-là ne semble pas venir de nulle part. On sent que cette croyance est profondément ancrée dans la société, comme un bruit de fond qui a traversé les époques. Comme si quelque chose, dans un passé lointain, avait laissé une empreinte indélébile. Un souvenir collectif, transmis sans explication, mais jamais oublié. Et cette peur-là, on la retrouve dès le début de l'œuvre, comme dans la réaction des soldats de Shelltown qui disent « Alors ses pouvoirs sont démoniaques ?» ou dans les mots de Morgan qui affirme « Ce gamin n'est pas humain ». Des phrases qui montrent bien que, pour les gens de ce monde, manger un fruit du démon, ce n'est pas juste acquérir un pouvoir, c'est devenir autre chose.
quelque chose qui échappe aux règles naturelles, quelque chose que l'on comprend pas et que l'on préfère donc rejeter. C'est comme si, en mangeant un fruit du démon, Luffy avait perdu une part de son humanité. Comme si ses pouvoirs, par leur nature même, le faisaient basculer dans autre chose. Dans une zone grise entre l'homme, le monstre et le mythe. Rien n'est vraiment clair, et c'est justement ça qui rend tout ça si intéressant. Oda ne donne pas de réponse, il sème des indices. Il place les fruits très tôt dans l'intrigue, dès le chapitre 1. Luffy en mange un, mais sans nous expliquer leur fonctionnement, leur origine, ou même leur rôle global dans le monde. Et ça, c'est une vraie décision de narration. Il aurait pu poser un cadre simple. Dans cet univers, il y a des gens avec des pouvoirs, c'est comme ça. Mais non, il a choisi de nous dire, vous voyez ces étranges pouvoirs? Ils viennent de quelque chose, mais vous ne saurez pas quoi, pas tout de suite. Et cette nuance change tout, parce qu'on comprend très vite que les fruits du démon ne sont pas juste un système de pouvoir comme dans beaucoup d'autres shonen. Ils sont un mystère, un point d'interrogation immense, présent dès le départ, qui ne sera exploré que très progressivement. Et c'est là que le lecteur entre dans une dynamique très particulière. On est dans le même flou que les personnages. Luffy lui-même ne sait pas ce qu'il a mangé. Il n'en comprend ni les limites, ni l'origine. Il sait juste qu'il est devenu élastique. Point. Et comme lui, nous, on avance. On découvre ce monde en même temps que lui, avec la même ignorance, les mêmes surprises. Oda aurait pu réserver ce mystère pour plus tard, une fois les bases du monde posées. Mais non. Il commence par là. Il ouvre One Piece sur une énigme, un pouvoir qui dépasse la compréhension, et nous dit « Vous pensez avoir compris? Attendez de voir ce qui se cache derrière. » Et ça, c'est brillant, parce que dès le prologue, il plante une graine qui va mettre des centaines de chapitres à germer. Et justement, puisqu'on baigne dans le flou depuis tout à l'heure, faisons une courte pause, histoire de remettre les bases au clair. Parce qu'on parle beaucoup des fruits du démon, mais au fond, c'est quoi exactement? Ok, ça, c'est un fruit du démon. Un fruit étrange, souvent dégueulasse, qui donne à celui qui le mange un pouvoir unique surnaturel, mais le prive définitivement de la capacité de nager. Pas très pratique dans un monde composé à genre 80% d'eau. Il existe 3 types principaux, chacun avec ses propres particularités. Tout d'abord, les paraméciens. Ce sont les plus courants. Ils donnent des capacités variées, transformer ton corps, produire une matière ou modifier ton environnement. C'est un peu le fourre-tout des fruits du démon. Et leur puissance dépend surtout de l'imagination de l'utilisateur. Un bon paramécien, c'est un paramécien qui utilise toute l'inventivité de son possesseur. Ensuite, les Zoan. Là, tu te transformes littéralement en animal, mi-homme, mi-bête. Loup, bison, dinosaure, ou même créatures mythiques, comme Marco. Ces fruits donnent souvent plus de force brute, plus d'instinct, plus de résistance. Et certains ont une volonté propre. Oui, une volonté propre. Le fruit peut littéralement choisir son utilisateur. Et pour finir, les Logia. Les plus rares et souvent les plus craints. Tu deviens un élément naturel. Feu, glace, foudre, fumée. Tu peux te transformer, te disperser, être intangible. À moins qu'en face on ait du haki, t'es intouchable. Et maintenant, la question. Que se passe-t-il lorsqu'un utilisateur meurt? Son pouvoir ne disparaît pas, il réapparaît dans un autre fruit, quelque part, au hasard, ou peut-être pas, on ne sait pas vraiment. En tout cas, un autre le mange, et boum, le cycle recommence. Comme si le fruit cherchait un nouveau porteur, un rêve, une volonté qui ne veut pas s'éteindre. Voilà pour les bases. Maintenant qu'on a ça en tête, on peut enfin se demander ce que ces pouvoirs disent vraiment sur ceux qui les portent. D'un côté de la montagne, les fruits du démon sont rares, presque mythiques. De l'autre côté, ils deviennent la norme. C'est dès l'instant où l'équipage franchit Rivers Mountain que tout bascule. Là où East Blue ne comptait que 4 utilisateurs connus, Luffy, Baggy, Alvida et Smoker, Grand Line dévoile un tout autre visage. Soudain, chaque rencontre semble impliquer un utilisateur de fruits. Partout, des fruits de plus en plus absurdes. Mais en y regardant de plus près, une logique se dessine. Tous les utilisateurs de fruits du démon qu'on a croisés à East Blue ont 2 points communs. Ce sont tous des figures de pouvoir, capitaines de leur équipage respectif. Et tous ont pour objectif Grand Line. C'est là qu'ils veulent aller, c'est là qu'ils pensent trouver leur place. Et quand on comprend ça, tout devient limpide. Grand Line, ce n'est pas juste une mer dangereuse, c'est la mer des ambitions, celle des rêves, des grands projets, des utopies les plus folles. Alors forcément, c'est là qu'on trouve les fruits du démon, là où les désirs prennent forme. East Blue à côté ressemble à un prologue, un microcosme, presque une cage. Et ce n'est pas un hasard si les pouvoirs surnaturels y sont rares. Ce n'est pas parce que les fruits sont absents, c'est parce que les rêveurs ne s'y éternisent pas. Et ce basculement est plus qu'un simple changement de décor. Il redéfinit notre perception du monde. Ce qui, jusqu'à là, semblait être une exception précieuse, devient peu à peu une ressource courante, presque banale. Mais cette transformation n'est pas une incohérence, elle est volontaire.
C'est un effet d'échelle, une manière pour Oda d'ouvrir une porte vers un monde plus vaste, plus riche, plus dangereux. Et ce que le lecteur ressent, c'est exactement ce que Luffy et son équipage expérimentent. Un monde qui les dépasse. Un monde où leur expérience d'East Blue semble soudain minuscule. Et plus on avance, plus les capacités deviennent étranges, déroutantes. Des hommes sables, des hommes laves, des tremblements de terre, des dimensions déformées. Chaque arc apporte un nouveau degré de complexité. Et surtout, une nouvelle manière de penser le monde. Parce que les fruits du démon ne se contentent pas de rendre leurs détenteurs plus puissants. Ils redéfinissent leur rapport au monde. Par exemple, un homme peut ouvrir des portes n'importe où, rentrer dans des dimensions et en sortir comme il le souhaite. Alors inévitablement, une nouvelle façon de voir le monde s'ouvre à lui. On ne se bat plus avec des armes, mais avec l'imagination. Et plus l'histoire progresse, plus cette imagination devient débridée, presque sans limite. Et ce n'est pas un hasard si les figures majeures de cet univers sont presque tous liés aux fruits du démon. Les Shichibukai, les Yonko, les Amiraux. Tous possèdent des pouvoirs dévastateurs. Et très vite, on comprend une chose. Dans ce monde, les fruits ne sont pas qu'un outil de combat. Ce sont des marqueurs de pouvoir, des symboles. Avoir mangé un fruit du démon, c'est avoir accès à un autre niveau, celui des monstres. Et c'est précisément cette montée en puissance progressive qui permet à Oda de caler la hiérarchie du monde sur la logique des fruits, en y ajoutant, bien sûr, le haki qu'on abordera plus tard dans la vidéo. En réalité, ce qu'Oda fait ici est extrêmement habile. Il ne change pas les règles en cours de route, il élargit le champ de vision. East Blue n'était pas un mensonge, mais un point de départ restreint, un village dans un monde immense. Et cette explosion soudaine de fruits du démon n'est pas une trahison de la rareté, c'est un rappel. Ce monde est incommensurable. Et plus on s'y enfonce, plus on découvre à quel point l'inconnu domine tout. Et pourtant, malgré cette explosion d'utilisateurs, un flou demeure. On en voit de plus en plus. On commence à les connaître, à les reconnaître. Mais on ne sait toujours pas vraiment ce qu'ils sont. Où apparaissent-ils? Pourquoi? Comment fonctionnent-ils? Rien n'est clair. Au sein même de l'univers de One Piece, les fruits du démon restent une énigme. Certes, certains ouvrages, comme le livre de Sanji ou celui de Spandam, répertorient une partie de ces fruits. Mais ce sont des encyclopédies des fruits connus. Et ce détail change tout, parce que ça veut dire qu'il en existe d'autres, encore inconnus, quelque part dans la nature. Des pouvoirs encore jamais vus, en attente d'un détenteur. Et cette idée, à elle seule, ouvre un gouffre. Un monde où le surnaturel est à la fois documenté et hors de contrôle. Parce que les gens les classifient, les décrivent, les nomment, mais personne ne sait d'où ils viennent. Et c'est pas faute d'essayer. Sur Grand Line, des scientifiques travaillent activement sur ces fruits. Certains ont même réussi à les transplanter dans des objets inanimés. Un fusil, une épée. Et ils ne se contentent pas d'absorber le pouvoir. Ils se comportent comme l'animal qu'ils incarnent. Et justement, tous ces objets inanimés qu'on a vu absorber un fruit sont des Zoan. Et ça, ce n'est pas un hasard. C'est parce que les Zoan semblent vivants. On le voit avec Rasu ou Funkfried. Ces armes se comportent comme de vrais animaux. Elles n'ont pas besoin de conscience propre, c'est le fruit qui les anime. Et ce point-là, Oda le confirmera au chapitre 1044, quand le Gorosei explique que les fruits du démon de type Zoan ont leur propre volonté. Une volonté capable de choisir son porteur. Et ça, c'est vertigineux. Parce que si un fruit peut choisir son utilisateur, alors on n'est plus simplement face à des objets magiques. On est face à des entités conscientes. On peut alors commencer à se demander, mais où va cette conscience quand un humain mange le fruit? Est-ce qu'elle dort? Est-ce qu'elle résiste? Est-ce qu'elle fusionne avec l'utilisateur? Et c'est là qu'un autre concept entre en jeu, l'éveil. L'éveil, c'est ce stade où le pouvoir d'un fruit atteint un niveau supérieur, une forme de dépassement. Chaque type de fruit a un éveil différent. Les Paramecia transforment leur environnement. Les Zoan deviennent plus forts, plus bestiaux. Et les Logia, on ne sait toujours pas. Mais surtout, avec les Zoan, le lien entre pouvoir et personnalité devient central. Regardez Impel Down. Les gardes démoniaques sont des Zoan éveillés, mais sans contrôle. Ils n'ont plus d'identité, plus de logique. Ce sont juste des bêtes féroces. Et à l'inverse, un Zoan éveillé contrôlé comme Rob Lucci ou Luffy atteint un nouveau palier, presque une fusion avec l'animal du fruit. Et ce n'est pas anecdotique, parce que Shaka, au chapitre 1069, nous dira que les Zoan éveillés peuvent absorber et contrôler la personnalité de l'utilisateur. Là encore, ça dépasse le cadre d'un pouvoir. On touche à quelque chose de parasitaire. Et ce n'est pas tout. Souvenez-vous,
au chapitre 385, on y démolit une vieille rumeur, celle qui disait que si un utilisateur de fruits s'approche d'un autre fruit, leur démon se battrait et que le corps exploserait. Les scientifiques démentent, mais uniquement la réaction du corps, pas l'idée qu'il y a un démon dans le fruit. Ce concept-là, personne ne le remet en question. Et c'est là que ça devient fou, parce qu'on n'est plus dans la superstition de soldats de Shelltown. On parle de scientifiques, de chercheurs, des gens qui ont étudié ces fruits. Et même eux, ils parlent encore de démons. Vous devez vous douter, le scientifique derrière toutes ces recherches a un nom. Vegapunk, l'homme le plus brillant du monde. Un génie au service du gouvernement mondial, capable de créer des armes, des clones, des satellites de lui-même, et même des dragons. C'est lui qui est parvenu à reproduire artificiellement un fruit du démon, le Uo-Uonomi modèle Seiryu. Un fruit parfaitement identique, mais qu'il considère comme un échec parce que les couleurs sont différentes. C'est dire le génie du personnage. Et pourtant, malgré tout son savoir, malgré les décennies de recherche qu'il a menées dans l'ombre, il ne sait toujours pas ce que sont réellement les fruits du démon. Mais il a une théorie. Dans le chapitre 1069, Vegapunk lâche une phrase qui change tout. Chaque fruit du démon représente la matérialisation d'un désir humain. Et si c'était vrai, et si ces fruits n'étaient pas des anomalies biologiques, mais des rêves incarnés, des idées, des fantasmes, des volontés tellement puissantes qu'elles finissent par se transformer en réalité, en une matière comestible, vivante, transmise à travers le temps. Et plus on y pense, plus tout s'aligne. East Blue est calme, pauvre en fruits, pauvre en rêveurs. Mais plus on s'approche de Grand Line, plus les fruits deviennent fréquents. Pourquoi d'après vous? Parce que c'est là que les volontés les plus fortes se concentrent. Là que les pirates rêvent de devenir rois. Là que la marine rêve d'imposer leur justice. Là que les savants rêvent de percer les mystères du monde. Alors chaque fruit pourrait être le reflet de l'un de ces rêves. Alors, Grand Line ne serait pas juste un océan. Ça serait un sanctuaire de volonté. Et ce n'est pas qu'une métaphore. Vegapunk va encore plus loin. Il explique que les utilisateurs des fruits du démon évoluent dans une dimension imaginée par quelqu'un avant eux. Autrement dit, le pouvoir qu'ils possèdent est le fruit d'un désir passé, d'un rêve si fort qu'il s'est imprimé dans la réalité. Et là, une question s'impose. Si les pouvoirs viennent d'un imaginaire antérieur, alors qui a rêvé en premier? Qui est à l'origine de ces démons? Parce que oui, Vegapunk reste un scientifique, un homme rationnel, terre à terre. Et malgré ça, il parle de volonté, de matérialisation de désir, des rêves devenus pouvoir, une hypothèse qui flirte dangereusement avec le mystique. Et pourtant, dans le monde de One Piece, ça ne serait pas exagéré, c'est peut-être même la vérité. On se rappelle alors de cette phrase au chapitre 208. Tout ce qui est imaginable par l'homme peut se produire dans la réalité. Pourquoi cette phrase? À ce moment-là, pourquoi cette idée glissée comme un avertissement? Parce qu'elle dit tout. Dans One Piece, l'imaginaire est une force réelle, une puissance qui façonne le monde. Et si les fruits du démon étaient la preuve ultime de cette idée? Si les fruits du démon, la matérialisation d'un désir, alors ils ne sont plus simplement des armes, ils deviennent des fragments d'humanité, des témoins d'un rêve si fort qu'il a réussi à s'incarner. Et tout à coup, chaque pouvoir prend un nouveau sens. Parce qu'un fruit dans One Piece ne tombe jamais au hasard. Il trouve celui qui est prêt à le porter. Celui qui, d'une manière ou d'une autre, en incarne déjà l'esprit. Prenez Luffy, son pouvoir est absurde, son corps s'étire comme du caoutchouc, c'est enfantin, presque risible, mais plus on avance, plus on comprend que ce pouvoir n'a rien de léger. Il reflète parfaitement qui il est, un être qui ne plie jamais, qui encaisse tout, qui rebondit contre l'adversité, un rêveur libre, incapable d'être enfermé. Et quand on apprend que son fruit n'est pas simplement le Gomu Gomu no Mi, mais en réalité le Ito Ito no Mi, modèle Nika, le fruit d'un dieu légendaire, incarnation de la liberté absolue, tout prend une autre dimension. Ce pouvoir, qui paraissait anodin, devient un symbole. Luffy n'a pas juste mangé un fruit, il a hérité d'une volonté, d'un rêve ancien, transmis à travers les âges. Et c'est là qu'on revient à la théorie de Vegapunk. Parce que si chaque fruit est le souvenir d'un rêve passé, alors celui de Luffy est peut-être le plus ancien de tous, le rêve originel. Le premier à vouloir libérer le monde par la joie, le rire et la liberté. Et Luffy, sans même le savoir, marche dans ses pas. Non pas parce qu'il a lu une prophétie ou suivi une mission sacrée, mais parce que son cœur va dans la même direction. Parce que sa nature profonde épouse celle du fruit. Il ne cherche pas à dominer, ni à régner. Il veut juste vivre libre et permettre aux autres d'en faire autant. Et c'est ça qui rend cette logique des fruits si fascinante. Elle connecte chaque pouvoir à une aspiration intime, à un passé, à un rêve non réalisé. Ce n'est plus de la chance, ce n'est pas un hasard,
C'est comme si, dans l'univers de One Piece, les fruits trouvaient ceux qui leur ressemblent. Comme si un fil invisible reliait les désirs d'hier aux êtres d'aujourd'hui. Ce qu'il faut retenir, ce n'est pas Luffy qui devient Nika. C'est parce qu'il est déjà Nika dans l'esprit et dans les actes que le fruit s'éveille. Alors bien sûr, cette logique interroge. Est-ce que les personnages sont vraiment libres? Ou simplement poussés par une destinée invisible? Est-ce que ces fruits cherchent leurs porteurs? Ou est-ce que les porteurs, inconsciemment, façonnent leur monde jusqu'à attirer le pouvoir qui leur correspond? Oda ne tranche pas, il laisse planer le doute. Mais ce flou, encore une fois, n'est pas un défaut. C'est ce qui donne à l'univers toute sa richesse. Et c'est peut-être ça, au fond, le plus grand mystère des fruits du démon. Ils ne sont pas là pour donner des réponses. Ils sont là pour poser une question qu'on s'est peut-être tous déjà posée. Et si les rêves pouvaient devenir réalité? Comme je viens de l'expliquer, les fruits du démon sont peut-être nés de l'imaginaire. Des rêves si puissants qu'ils ont fini par prendre corps dans la réalité. Mais si ces pouvoirs viennent de la volonté des hommes, alors une question se pose naturellement. Et ceux qui n'ont pas besoin de fruits, ceux qui façonnent le monde uniquement par leur présence, leur volonté brute, c'est là que le haki entre en jeu. Le haki, c'est cette force invisible, cette pression intangible qui émane de certains individus. Une énergie que l'on ne trouve dans aucun fruit et que l'on ne peut ni voler ni imiter. Il ne s'apprend pas comme une technique, il se réveille. Le haki, c'est l'expression pure de ce que tu es, de ta volonté, de ton existence. Il existe 3 formes de haki, 3 expressions d'une même essence, celle qui permet à un homme d'imposer sa réalité au monde. Le haki de l'armement, c'est la manifestation offensive. Il permet de durcir son corps, de briser l'invulnérabilité des Logia, d'atteindre ce qui est normalement intouchable. C'est une force qui transcende les défenses physiques. Une manière de dire, peu importe ta nature, je te toucherai quand même. Avec l'armement, c'est comme si la volonté se matérialisait dans les poings. Mais là encore, il ne suffit pas de le vouloir. Il faut l'endurer, le maîtriser, s'entraîner, échouer, recommencer. Luffy le découvre durement à Rusukaina auprès de Rayleigh. Et plus tard, il comprendra que ce haki peut aller encore plus loin. Toucher sans frapper. Détruire de l'intérieur. Une avancée qui changera tout face à Kaido. Le haki de l'observation, c'est l'instinct affûté, la capacité à ressentir les présences, à lire les intentions, à pressentir le danger. À son plus haut niveau, il permet d'entrevoir quelques secondes dans le futur. Une forme de lecture du monde presque divine, qui transforme chaque combat en partie d'échec mental. Mais là encore, il ne s'agit pas d'une prémonition magique. C'est une écoute extrême, une attention constante à tout ce qui nous entoure. Luffy le développera face à Katakuri dans un duel où l'enjeu dépasse la simple victoire physique. Et enfin, il y a le haki des rois, le plus rare, le plus mystérieux. Il ne s'apprend pas, il se possède. Ce haki permet d'écraser les faibles d'un seul regard. Mais sa véritable puissance, elle est ailleurs, dans ce qu'il symbolise. Le haki des rois, c'est l'affirmation que ma volonté est plus forte que la tienne. C'est l'arme de ceux qui ne plient pas, de ceux qui sont nés pour guider, pour renverser, pour dominer. Ce haki, Luffy ne l'utilise presque jamais consciemment au début. Mais plus l'histoire avance, plus il affirme. Et lorsqu'il parvient à l'infuser dans ses attaques, comme face à Kaido, alors plus rien ne semble pouvoir l'arrêter. Le haki n'est pas là pour équilibrer les fruits du démon. Il n'est pas un contrepoids, ni une mécanique pensée pour rétablir une justice entre ceux qui ont mangé un fruit du démon et les autres. Il n'est pas un système d'équilibrage, c'est une réponse humaine, organique, viscérale, à un monde façonné par des rêves devenus réalité. Dans un univers où des pouvoirs surnaturels naissent du désir collectif, le haki rappelle que la force peut venir de l'intérieur, qu'on n'a pas besoin d'avaler un fruit pour changer le monde, qu'il suffit parfois d'y croire plus fort que les autres. Et c'est peut-être pour ça que le haki est si central dans l'œuvre, parce qu'il donne à chacun une chance. Pas une chance égalitaire, ce n'est pas un pouvoir démocratique, c'est une chance personnelle. Un chemin qui ne dépend pas d'un artefact ou d'un héritage. Un chemin qui commence avec soi. Et c'est là que le choix d'Oda prend tout un sens. Parce que ce pouvoir-là, il ne l'introduit pas d'un coup. Il ne le pose pas sur une table comme une mécanique de shonen parmi d'autres. Il le retient, il l'enfouit, il le laisse mijoter dans le silence. Dès East Blue, on perçoit des prémices. Luffy ressent des choses, il agit par instinct. Mais ce n'est pas encore du haki. C'est l'écho de quelque chose qui viendra plus tard. Parce que East Blue, comme expliqué plus tôt, c'est le prologue, le moment où les rêves se formulent. On n'y impose rien, on commence à peine à y croire.
Puis vient Grand Line, le terrain de jeu des pouvoirs, de la diversité, des îles imprévisibles, des confrontations inattendues. C'est là que les fruits du démon explosent dans toute leur variété, que les rêves s'affichent, se déploient, s'incarnent. C'est là aussi que le haki commence à prendre forme. Kuma, le CP9, les pacifistas, les Shichibukai. On sent que quelque chose se trame. Et Luffy, encore une fois, réagit parfois de façon étrange. Comme s'il sentait le danger, comme si son corps devançait sa conscience. Et ce n'est pas un hasard. Parce que plus il avance, plus les adversaires changent. Moins il affronte des pouvoirs, plus il affronte des volontés. Et c'est à ce moment-là, à l'aube du nouveau monde, Koda décide enfin de révéler le haki. Pas comme un nouveau pouvoir, mais comme une nécessité. Dans le Shinsekai, on ne rêve plus, on impose. Et pour imposer son rêve, il faut plus qu'un fruit. Il faut une volonté inébranlable. Et cette volonté, c'est le haki. Un pouvoir qui n'est pas hérité, ni transmis. Un pouvoir qui ne ment pas, qui ne triche pas. Un pouvoir qui dit « je suis prêt ». Et rien ne m'arrêtera. Et c'est pour ça qu'il ne fonctionne pas chez tout le monde. Rayleigh le dit clairement au chapitre 597. Malgré tous les efforts, certains ne l'éveilleront jamais. Parce que ce pouvoir ne se donne pas. Il se forge. Et il ne se forge qu'en affrontant le monde, les autres et soi-même. Le haki n'est pas là pour créer l'équilibre. Il est là pour créer l'écart. Celui entre ceux qui tiennent bon et ceux qui plient. Celui entre ceux qui portent un rêve et ceux qui deviennent ce rêve. Et c'est exactement ce que montre le combat contre Katakuri. Sur le papier, ce combat est perdu d'avance. Katakuri est l'un des hommes les plus puissants du Nouveau Monde. Il maîtrise l'observation avancée au point de voir quelques secondes dans le futur. Il est plus rapide, plus fort, plus expérimenté. Il incarne la perfection. Il n'a jamais été vaincu, jamais même allongé au sol. Il domine tout par la peur, la puissance et le contrôle absolu. Face à lui, Luffy est un intrus, un gamin bruyant, désorganisé, désespérément imparfait. Il ne sait pas encore utiliser le haki de l'observation à haut niveau. Il n'a pas de stratégie supérieure. Il ne peut même pas fuir. Et pourtant, il décide de rester. Ce combat, justement, n'est pas une simple opposition de puissance. C'est un affrontement idéologique. Et à travers lui, Oda révèle la nature véritable du haki dans ce qu'il a de plus pur, la volonté de ne pas plier. Katakuri n'est pas juste fort, il est façonné pour être infaillible. Toute sa vie est une réponse à un traumatisme. Enfant, il est moqué pour son apparence. Il décide alors de construire un mur, une légende, celle d'un guerrier sans faiblesse, sans faille, sans humanité apparente. Mais cette force est fondée sur l'illusion, un haki tellement aiguisé qu'il devance toute attaque, un fruit du démon qui lui permet de neutraliser chaque coup. Et ça, ce n'est pas de la résistance, c'est de l'évitement. Katakuri n'encaisse pas, il anticipe, il contrôle. Luffy, lui, est exactement l'opposé. Son corps est instable, son apparence ridicule, sa stratégie improvisée. Il n'a aucun souci à afficher ses cicatrices, ses échecs, ses peurs. Mais ce qu'il n'a jamais lâché, c'est son cap. Il avance, quoi qu'il en coûte. Il se relève, toujours. En se jetant dans le monde des miroirs avec Katakuri, Luffy n'essaye pas de fuir. Il choisit le face-à-face absolu. Sans témoin, sans tricherie, un combat d'homme à homme. Et il annonce d'emblée la couleur. Il veut battre Katakuri à son meilleur niveau. Pas pour la gloire, mais pour devenir légitime. Pour mériter son trône de futur roi des pirates. Le premier tournant du combat, ce n'est pas un coup de poing, c'est une vision. Luffy surprend Katakuri durant sa pause secrète. Il le voit manger comme un glouton. Vautré, visage découvert. Et il ne dit rien, il ne juge pas, il ne se moque pas. Il repart simplement au combat. Pour Katakuri, c'est un choc. Ce garçon qu'il méprise depuis le début ne se moque pas de lui. Il ne cherche pas à exploiter sa faille. Il veut juste continuer leur affrontement comme si rien ne s'était passé. C'est à ce moment-là que la façade se brise. Katakuri, pour la première fois, doute, il vacille. Et Luffy, lui, commence à apprendre. Il observe, il encaisse, il cherche, il tente, il échoue, recommence. Et peu à peu, il développe son propre haki de l'observation, en réponse directe à celui de Katakuri. Ce n'est plus un combat physique. Physiquement, Luffy continue de perdre. Il est jeté au sol, écrasé, transpercé. Mais mentalement, il gagne du terrain. Parce que Katakuri, lui, s'effondre à l'intérieur. Il doute de sa perfection. Il voit son adversaire se relever encore et encore. Là où lui commence à fatiguer. Et lorsque sa sœur triche pour l'aider, en blessant Luffy par surprise, il comprend que cette victoire n'aurait aucune valeur. Alors il fait un choix. Il s'auto-blesse pour rétablir l'équilibre. Il montre son visage
et il déclare « Si vous vous moquez de lui, alors moquez-vous de moi aussi ». C'est une capitulation morale. Katakuri cesse de jouer un rôle. Il devient lui-même. La vraie force ne se mesure pas en coups. À la fin, Luffy n'a pas gagné par la force brute. Il a gagné sur un autre plan. Il a forcé Katakuri à se voir tel qu'il est, à renverser l'image d'un homme qui ne tombe jamais, physiquement et symboliquement. Katakuri, dans un dernier souffle, lui demande « Est-ce que tu reviendras pour battre Big Mom ?» Et Luffy lui répond « Bien sûr, je serai le roi des pirates. » Ce n'est pas une victoire classique, c'est une légitimisation. Luffy n'a pas détruit Katakuri, il l'a libéré. Ce combat est l'un des plus incompris de One Piece, parce qu'il ne récompense pas la puissance, mais la persévérance. Luffy n'est pas plus fort, il ne devient pas subitement invincible, il reste le même. Mais ce qu'il montre, c'est que le haki n'est pas juste une technique. Le haki, c'est la force de l'esprit, ce qui fait tenir debout quand on s'effondre. Et à la fin, le parfait Katakuri tombe, et l'imparfait Luffy se relève. Voilà pourquoi c'est lui qui gagne. Pas parce qu'il était plus fort, parce qu'il était plus libre. Et tout le long de One Piece, une idée revient comme un fil rouge. Ce monde peut t'offrir un pouvoir, mais c'est ta volonté qui détermine ce que tu en fais. On l'a vu avec les fruits du démon, un pouvoir ne fait pas un grand homme. À eux seuls, ces pouvoirs ne garantissent rien. Ils peuvent impressionner, dominer, mais sans conviction, ils sonnent creux. Crocodile en est la preuve. Son fruit est redoutable, sa maîtrise quasi parfaite. Et pourtant, il est battu à Alabasta par un Luffy qui ne comprend même pas encore le haki. Pourquoi d'après vous? Parce qu'à chaque fois qu'il tombe, il se relève. Parce que sa volonté, elle, ne flanche jamais. Et ça, aucun pouvoir ne peut le compenser. Et c'est pour ça que cette phrase, lancée par Kaido, prend tout son sens. Seul le haki compte. Sortie de son contexte, elle pourrait ressembler à une simple provocation, mais replacée dans le récit, dans tout ce qu'on a vu, dans tout ce qu'on a compris, elle devient une clé de lecture, parce qu'elle ne dit pas que les fruits sont inutiles, elle dit que sans volonté, ils ne veulent rien dire. Le haki, c'est la preuve intérieure, c'est la capacité d'imposer sa présence au monde, pas parce qu'on a reçu un don, mais parce qu'on a quelque chose à défendre, quelque chose à affirmer. C'est ça, le cœur du pouvoir dans One Piece, pas la capacité à détruire, mais la conviction qui pousse à tenir debout. Et quand Kaido dit que seul le haki compte, il ne parle pas juste de combat, il parle de légitimité, de cette force brute, invisible, impossible à nier, même pour les plus puissants. Parce qu'au fond, c'est toujours ça que raconte One Piece. Des hommes ordinaires, capables de défier l'ordre établi, non pas grâce à un pouvoir tombé du ciel, mais parce qu'ils ont choisi de croire et de ne jamais reculer. Les fruits du démon matérialisent les rêves, mais le haki, lui, en est la condition. Et sans cette volonté-là, les rêves ne deviennent jamais réalité. En tant que lecteur, on a tendance à observer les pouvoirs à travers les yeux des figures d'exception, pirates légendaires, empereurs, amiraux. Mais que représentent réellement les fruits du démon ou le haki pour ceux qui n'ont jamais quitté leur île natale? Comment ces forces mystérieuses sont-elles perçues par les civils, les peuples isolés, les cultures locales fragmentées qui composent ce monde éclaté? C'est là que le world building d'Oda se distingue. Il n'uniformise jamais la perception du surnaturel. Au contraire, il joue de l'ignorance, des mythes, des peurs et des croyances populaires pour émerger une vérité bien plus organique. Dans un monde fragmenté, la magie d'un homme et la folie d'un autre. D'un côté, des îles entières ignorent jusqu'à l'existence des fruits du démon. De l'autre, certaines en font le cœur de leur légende. Regardez Amazon Lily. Pour masquer une cicatrice liée à un passé honteux, les sœurs Gorgones ont exploité l'ignorance de leur peuple en inventant le mythe d'un monstre pétrifiant. Leur fruit du démon devient alors l'outil d'un mensonge sacré, une arme de contrôle social habillée en religion. À Wano, c'est encore différent. Les pouvoirs issus des fruits du démon y sont assimilés à la magie, à un savoir détenu par les puissants. Et pour cause, l'isolement de Wano du reste du monde a figé ses croyances dans un âge ancien, où tout ce qui échappe à la norme devient tabou. Et partout, la perception des pouvoirs est le miroir des connaissances disponibles. Et cette ignorance est souvent entretenue et exploitée par la peur, par l'opportunisme, par tradition. Mais cette fragmentation ne se concentre pas uniquement sur les fruits du démon. Le haki, lui aussi, n'est pas compris de tous, et encore moins enseigné à tous. À Skypiea, c'est la norme. On l'appelle même le mantra. Et puis, des petites filles comme Aïssa naissent avec le mantra. Dès leur naissance, elles développent le haki. Comment est-ce possible? Aucune réponse n'est donnée dans le manga. De la même façon, Charlie, sur l'île des hommes poissons, peut voir l'avenir. Est-ce lié à une forme de haki de l'observation? On ne sait toujours pas. Et puis, dans la marine par exemple, seuls les soldats formés au quartier général semblent y avoir accès.
on ne parle jamais d'un entraînement systématique pour les recrues lambda. C'est un privilège, un savoir réservé à ceux que l'institution juge dignes. Et pour cause, le haki ne repose pas sur la technique, mais sur la volonté personnelle. Et là encore, Oda ne se contente pas d'une mécanique, il raconte quelque chose. Prenez Kobe, un enfant timide, maladroit, humilié dès sa première apparition. Mais sous la tutelle de Garp, il est testé, bousculé, poussé dans ses retranchements. Et c'est face à la violence de la guerre, aux injustices qu'il ne peut ignorer, que son haki s'éveille pour la première fois à Marineford. Pas en salle d'entraînement, mais au bord du gouffre, là où sa volonté est forcée de s'exprimer. Des années plus tard, ce même Kobe libère son plein potentiel à la ruche, lorsqu'il refuse d'abandonner ses camarades, prêts à mourir pour les sauver. Ce n'est pas un soldat qui parle alors. C'est un cœur qui a choisi sa propre justice. Et du côté des civils, là encore, tout dépend d'où on regarde. Dans les coins les plus reculés, les fruits du démon peuvent provoquer l'effroi ou la vénération. Les gens n'ont pas les outils pour comprendre ce qu'ils voient. Alors ils projettent leurs croyances. Ils imaginent des démons, des miracles, des malédictions. Dans d'autres régions, comme dans les villes les plus proches de la marine, on les considère comme dangereux, imprévisibles, souvent synonymes de menaces ou de chaos. Mais jamais ces pouvoirs ne laissent indifférents. Et cette variété de regards, entre peur, fascination, rejet ou idolâtrie, est à l'image du monde d'Oda. Un monde où les pouvoirs surnaturels ne sont pas juste des mécaniques de combat, mais des révélateurs sociaux. Il montre les écarts de connaissances. Parce que dans One Piece, la magie n'est pas pour tout le monde. Ceux qui la possèdent changent le monde, ceux qui l'observent, eux, doivent s'adapter ou fuir. Mais à côté de ça, le pouvoir n'est jamais abstrait. Il est concret, visible, palpable, et il façonne le monde. Si les fruits du démon et le haki façonnent autant, ce n'est pas uniquement parce qu'ils permettent de voler, de contrôler la gravité ou de prédire l'avenir. C'est parce qu'ils ont redessiné les équilibres. Ils sont devenus, à eux seuls, des instruments de domination géopolitique. Dès les premiers arcs, Oda ne cache pas que la marine, les pirates, les révolutionnaires ou les royaumes puissants sélectionnent, recrutent, forment et organisent leurs troupes en fonction de ses pouvoirs. Et c'est là toute l'astuce. Ces forces surnaturelles sont utilisées comme monnaie d'influence, comme des levées d'immunité, des armes diplomatiques, des éléments de dissuasion. Prenez les corsaires, un système pensé par le gouvernement mondial pour neutraliser une partie du chaos. Mais si ces pirates sont graciés, ce n'est pas pour leurs beaux discours, c'est parce qu'ils possèdent tous une puissance suffisante pour faire pencher la balance. Kuma, Bangkok, Doflamingo, Crocodile, Moria, Mihawk. Qu'ont-ils en commun? Des capacités exceptionnelles, souvent issues de fruits du démon, mais surtout un rapport au pouvoir individuel qui leur donne du poids dans l'échiquier mondial. On ne négocie pas avec un pirate, on compose avec sa force. Mais ce rôle n'est pas réservé seulement aux fruits du démon. Depuis l'apparition du haki comme concept central de l'histoire, notamment au moment de la guerre de Marineford, un glissement s'opère. La véritable autorité ne repose plus uniquement sur des dons hérités. Ce qui impressionne chez Shanks, ce n'est pas un fruit du démon, c'est la force brute de sa volonté. Ce haki royal qui fit sur les navires, effraie les amiraux, fait plier des milliers d'hommes. Et dans ce monde où la puissance impose la légitimité, le haki devient une preuve, une manière de mesurer la grandeur réelle d'un individu sans avoir besoin d'une armée derrière lui. Les amiraux eux-mêmes, figures d'autorité suprême de la marine, cumulent les deux dimensions, des fruits redoutables, mais aussi une maîtrise absolue du haki. Et dans les batailles clés, ce sont ces éléments qui font la différence. Marineford n'est pas juste un affrontement idéologique, c'est une exposition géopolitique de la hiérarchie du pouvoir. Chaque action, chaque duel, chaque choc de haki ou de fruits nous rappelle une chose. La paix dans ce monde tient moins à des traités qu'à des forces capables de tout détruire. Mais ce système n'est pas éternel. Quand l'équilibre se brise, par exemple avec la fin du système des corsaires ou la montée des empereurs comme Luffy et Baggy, ce ne sont pas les alliances politiques qui vacillent en premier, ce sont les équilibres de puissance perçus. Et cette perception est directement liée aux utilisateurs les plus puissants de fruits et de haki. On respecte les Yonko, non parce qu'ils dirigent des nations, mais parce qu'ils incarnent des sommets de puissance individuelle. Autrement dit, dans One Piece, l'ordre mondial repose sur les épaules d'une poignée d'êtres humains. Ce sont leurs rêves, leurs fruits, leurs haki qui font tenir l'édifice. Et Oda le dit sans le dire. Ce système est instable parce qu'il repose sur la peur, parce qu'il suffit d'un individu avec assez de volonté pour tout faire exploser. Et c'est là qu'intervient le sens profond de ce world building. Les fruits sont les vestiges d'un passé de rêve.
Le haki, l'expression d'un présent de lutte. Et l'équilibre géopolitique n'est qu'une tentative d'empêcher l'avenir d'arriver trop vite. Mais l'avenir, lui, porte un chapeau de paille. Et voilà, on arrive à la fin de cette troisième partie du world building de One Piece. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker. Ça fait toujours plaisir, c'est la récompense. On se retrouve bientôt pour la suite. Prenez soin de vous. Ciao.